Le PDG du Fonds pour l'environnement mondial a visité la forêt du Banco. Le but de cette visite est de voir l'état d'avancement de 2 projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM. Le cabinet Tirabou a organisé une conférence débat ce 11 mai à Abidjan. Au cœur des échanges, la philosophie de l'OADA qui a pour mission de garantir la sécurité juridique des activités économiques. Toujours dans cette édition, après la 2e session des examens blancs, la DREN à Dagboville a officiellement rendu public les résultats. Une occasion saisie par le pharmacien Dr Albert Dama, opérant dans la région de l'Agnébitiassa pour récompenser les meilleurs élèves. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour faire le point de l'actualité. Ouvrons cette édition avec la COP 15 sur la désertification. Présent à Abidjan dans le cadre de la COP 15 sur la désertification depuis le lundi 9 mai dernier, le PDG du FEM profite de son séjour pour s'enquérir de l'état de la forêt du Banco. Le but de cette visite est de voir l'état d'avancement de 2 projets dont bénéficie la forêt du Banco et qui sont financés par le Fonds pour l'environnement mondial. C'était ce mercredi 11 mai à Abidjan. Le reportage de Philippe Sabo et Doumbia Ayouba. C'est par une série de questions-réponses que le PDG du Fonds pour l'environnement mondial a visité la forêt du Banco. De l'accueil aux boutiques appelées espaces écotouristiques, en passant par le parcours de santé pour aboutir à l'écomusée, il n'a cessé de poser des questions pour comprendre où on en était avec le projet d'amélioration de la gestion du réseau des parcs et réserves de Côte d'Ivoire dont bénéficie la forêt du Banco et le projet Ville durable. Very much impressed by the project, very much impressed by the objectives of the project. Working in protected areas. Je suis très impressionné par le projet qui est en cours dans le parc naturel du Banco. Et par tout ce que j'en ai entendu aujourd'hui. C'est un actif environnemental de première importance. Il est l'héritier de la forêt guinéenne et il a une position unique en tant que parc naturel urbain. Et dans l'effort conjoint que nous faisons pour assurer sa soutenabilité dans le futur, nous voyons un potentiel énorme. Le parc national du Banco est comme une bibliothèque qui partage des informations dans des langues multiples et qui a beaucoup à nous enseigner. Nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à étudier, nous devons solliciter la science et nous devons nous assurer que cette bibliothèque demeure un actif au service de la Côte d'Ivoire et de l'humanité. Biodiversity and the knowledge associated to the use of this biodiversity in the benefit of our people. Le parc national du Banco, dont l'utilité climatique, économique et touristique n'est pas à démontrer, connaissait de nombreux problèmes dont le plus grave est l'urbanisation. Mais après la visite, toutes les parties prenantes à sa restauration sont satisfaites, surtout après le conseil du PDG du FEM. Ce qu'il a dit qui est important, on le fait déjà, mais il a demandé qu'on le renforce davantage. L'implication des populations riveraines à la conservation. Le coordonnateur national du projet, le général Tondosama, vient de faire une présentation. Nous sommes à environ 80% du taux d'exécution de ce projet, qui est exécuté en même temps avec l'agence d'exécution qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je suis très satisfait de la mise en œuvre du projet et que des objectifs qui ont été ciblés, notamment la conservation, la promotion de l'écotourisme qui sont actuellement en train de se passer très correctement. Le FEM a été créé en octobre 1991. Il réunit 183 États membres en partenariat avec des institutions internationales comme la BAD. Dans le cadre de la sauvegarde et la restauration de la forêt du Banco, il a alloué 4 millions de dollars à l'OIPR sur une somme totale de 24 millions de dollars. Poursuivons ce journal avec une page entreprise. La Fondation Jocelyne Siloué, en abrégé FJS, une association pour le bien-être des femmes, a organisé une séance de formation. Il était question de renforcer les capacités de ses membres autour du thème de l'idée au projet. Les participantes ont été formées au leadership féminin, au management des organisations et au développement personnel. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Commentaire. C'est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan que les femmes de la fondation Jocelyne Siloué se sont retrouvées autour du thème de l'idée au projet. Objectif pour elles, d'amener les femmes à acquérir des stratégies nécessaires qui contribueront au mieux-être des membres. Durant 2 jours, les participantes ont renforcé leur capacité en management des ressources humaines, de leadership, pour la conduite de leur activité et leur capacité technique en matière de prise de décision. Il est temps que nous puissions rentrer dans un système de jeu infini. Ça veut dire créer les systèmes, les stratégies et les piliers qui font en sorte que les entreprises deviennent cinquantenaires, soixantenaires. Nous avons des idées, mais très souvent, le caractère de l'individu fait en sorte qu'il n'arrive pas au bout. Donc, il sera aussi utile et stratégique de commencer à reviser nos curricula de formation dans nos systèmes d'éducation en Afrique. Elles ont également acquis pendant cette formation des atouts nécessaires qui contribueront à leur mieux-être. Cette formation a également été un cadre d'échange permanent, de réseautage et de partage d'expériences entre les participantes. Ce que moi je retiens de ces interventions, c'est que déjà, tout le monde peut se faire des idées, c'est vrai, mais déjà il faut les exécuter. Parce que le fait de se faire des idées et de les garder tout enfouies de nous, c'est pas vraiment ce qui compte en fait. Nous avons aujourd'hui su les méthodes, les petites astuces qu'il faut pour pouvoir aller sur le terrain pour réaliser notre projet. Un module de formation au développement de qualité, service stratégie marketing, conception d'une offre commerciale, gestion de risques d'idées, de projets, d'analyse de modes d'investissement était également à l'ordre du jour. Ce qui a permis aux femmes de la Fondation de disposer désormais des acquis pour faire l'état des lieux, des diagnostics systématiques et donner des solutions idoines pour une étude de marché à travers des solutions prospectives. L'école continue tout au long d'une vie. Quand on est allé à l'école académique, que nous sommes sortis, nous avons eu des diplômes, on passe à une autre étape de la vie, qui est l'étape professionnelle, où on a encore besoin de se former. Et je pense que c'est un de ces besoins-là qu'a répondu aujourd'hui la séance, ou bien cette deuxième masterclass que nous venons donc d'avoir. Il y a eu du monde, l'amphithéâtre était plein à craquer, pour dire que la soif de la connaissance, on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de connaissances en développement personnel, dans tout ce que je viens de citer comme formation. La Fondation Jocelyne Siloué se veut une plaque tournante dans la réflexion et la mise en place de stratégies visant le mieux-être de la femme, de l'enfant et de la famille. La question de l'investissement en Côte d'Ivoire et dans l'espace OHADA a fait l'objet d'une rencontre débat ce 11 mai à Abidjan. Une conférence organisée par le cabinet d'Irabou sur la thématique de la sécurité juridique des investissements dans l'espace OHADA. Une thématique qui épouse la philosophie de l'OHADA qui a pour mission de garantir la sécurité juridique des activités économiques. Plus de détails avec Pierre Tebeu et Marius Seri. Comment la loi OHADA contribue à l'avancée de la création des entreprises? Quels sont les obstacles et comment l'État parvient-il à les réduire? Les avocats, les juristes, les banquiers et les hommes de droit ont débattu ce 11 mai de la sécurité juridique des investissements dans l'espace OHADA. Les États de l'OHADA offrent aux investisseurs des garanties d'ordre normatif et judiciaire. Parmi les actes uniformes en vigueur, 3 sont particulièrement importants. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'acte uniforme essentiel dont dépend l'efficacité des autres. Pour le premier président de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, panéliste, ces lois de l'OHADA sont de nature à rassurer les investisseurs. Le gouvernement ivoirien compte sur le secteur privé pour enclencher la dynamique engagée depuis 2012. Le gouvernement a également pris un certain nombre de mesures pour s'assurer que l'investisseur qui vient investir en Côte d'Ivoire puisse travailler dans de bonnes conditions, qu'il soit sécurisé dans ses investissements et qu'il puisse rapatrier en tout cas tous les bénéfices liés à l'activité qu'il mène dans le pays. Nous avons déjà un cadre supranational à travers l'OHADA, mais il y a un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour renforcer justement l'application des actes de l'OHADA.
Les avantages, les failles et les inconvénients ont été également discutés. Les lois OHADA fournissent des garanties pour les investisseurs dans l'espace. Ce qui garantit l'investissement, c'est pouvoir, à travers l'ensemble des actes uniformes, offrir aux investisseurs qui viennent en zone OHADA des réglementations de haut niveau, aux standards internationaux et surtout qui sont intégrés dans une sous-région et qui les permettent, avec cette maîtrise, notamment de cette réglementation, de pouvoir dupliquer leurs investissements. Cependant, il convient à noter qu'il contient également des faiblesses. On regrette que sur le plan juridique, on a un système intégré, mais sur le plan fiscal, ça reste un peu le parent pauvre et on sait très bien que les investissements juridiques et le plan fiscal sont intimement liés, notamment pour les investisseurs financiers. Et là, on a beaucoup de progrès à faire pour offrir de la visibilité et de la sécurité sur le plan fiscal. Le cabinet d'Irabou, en organisant cette rencontre, ambitionne d'encourager les investissements dans nos États. La véritable problématique que nous voulons résoudre, c'est la sécurité juridique des investissements en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'Afrique est un continent prometteur. Et pour cela, nous voyons que de plus en plus les investisseurs affluent en Afrique. Et nous voulons, surtout en Afrique de l'Ouest, et nous voulons que justement ces investissements ne soient pas perdus. Le cabinet d'Irabou et associés travaillent sur l'ensemble des domaines relatifs aux droits des affaires, tant en matière publique que privée, sur les aspects réglementaires ainsi que sur les aspects contractuels et de structuration de projets. Du lundi 9 au vendredi 13 mai, le personnel du pôle pénal et financier PPEF et d'autres institutions engagées dans la lutte contre les infractions économiques prennent part à une formation sur l'enquête économique et financière, une initiative qui bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande GIZ. L'objectif est de doter les participants de compétences nécessaires pour faire face à toute forme de délinquance financière en Côte d'Ivoire. Le nouveau cheval de bataille dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire est en pleine préparation. Le pôle pénal économique et financier, une structure au cœur du dispositif de répression et de délinquance financière, renforce les capacités de son personnel au cours d'un séminaire initié pour l'occasion. Durant 5 jours, analystes, commissaires de police, magistrats et enquêteurs financiers vont renforcer leurs compétences pour mener à mieux les enquêtes sur les délits à caractère financier et identifier les principales infractions économiques. Un projet qui bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande GIZ dans le cadre du projet de bonne gouvernance dont le but est d'assainir le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Ce projet GIZ Bonne Gouvernance couvre la période 2020 au 2024 et le projet vise à soutenir les efforts de réforme du gouvernement ivoirien pour améliorer le climat d'investissement et d'affaires en renforçant l'intégrité, la redevabilité et la passation des marchés publics en respectant le principe de la concurrence. C'est à travers ce projet-là que la GIZ accompagne et assiste le pôle pénal économique et financier de Côte d'Ivoire à travers le renforcement de ses capacités professionnelles, de ses membres et de son personnel dans le domaine de la criminalité financière et économique. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, est engagée dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une résolution qu'a rappelé Kwasi Bernard, directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le représentant du ministre a invité les participants à cet atelier à s'approprier les nouvelles techniques d'enquête. Ce genre d'ateliers, qui sont les ateliers de renforcement des capacités, sont d'une importance capitale. Nous avons l'avantage de recevoir aujourd'hui 2 experts dans le domaine qui ont travaillé pendant longtemps sur cette thématique. Je pense que c'est une occasion profitable pour nous pour tirer des leçons, tirer des expériences, tirer aussi des bonnes pratiques dont la mise en œuvre dans nos services respectifs d'enquête permettra d'améliorer nos résultats. Créé par décret au tribunal de première instance d'Abidjan 2020, le pôle pénal économique et financier est chargé de l'enquête et de la poursuite d'infractions économiques et financières.
L'internationalisation du crime et la complexité du monde des affaires rendent sa mission ardue. La structure doit donc se doter de compétences pointues pour lutter contre toute forme de criminalité financière. Parlons de lutte contre la corruption à présent. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a reçu dans ses locaux situés dans la commune de Cocody une délégation de l'Agence française anticorruption AFA. La visite s'est déroulée ce mardi 10 mai 2022 en vue d'un partage d'expériences entre les deux entités engagées dans la lutte contre la corruption dans leurs pays respectifs. Conduite par son directeur, une délégation de l'AFA, entendez Agence française d'anticorruption, a présenté son expertise dans le domaine de l'élaboration d'outils de prévention et de lutte contre la corruption. En face, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec laquelle l'AFA a souhaité à travers cette visite renforcer la coopération entre les deux structures et établir un dispositif commun de lutte contre la corruption avec l'appui des agences européennes et des pays francophones. Charles Duchesne, directeur de l'AFA, a précisé que le réseau devrait permettre de réfléchir sur toutes les questions relatives à la corruption, proposer des formations et sensibiliser les populations sur toutes les facettes de ce fléau. Nous avons en France, notamment avec nos collègues, à l'initiative de nos collègues italiens, monté un réseau des agences de prévention de la corruption qui réunit des agences européennes mais également des agences de pays francophones et de l'ensemble des pays du monde qui sont volontaires et qui permettent de s'interroger sur des grands sujets, si vous voulez, qui ne sont pas immédiatement opérationnels sans doute, mais qui permettent de diffuser une culture commune, des réflexes communs. Et je pense que sur un phénomène qui a une dimension transnationale, c'est important. La rencontre entre les deux entités s'est soldée par un échange d'expériences. Bakary Traoré, directeur de cabinet du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a présenté les actions et les avancées de l'institution en matière de lutte contre la corruption. Des progrès qui ont été possibles grâce à des signatures d'accords et de partenariats sous-régionaux et internationaux. Bon, d'abord, il faut dire que le système qui a été mis en place, le cadre juridique institutionnel, il répond aux exigences des instruments juridiques internationaux et régionaux. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est un bon système qui peut avoir quelques faiblesses, certes, mais on améliore toujours. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Ensuite, les instruments juridiques internationaux, justement régionaux, même nationaux, font obligation à la haute autorité de rentrer dans la coopération nationale, régionale et internationale. C'est dans ce cadre-là que nous pouvons avoir des ouvertures pour travailler en partenariat avec d'autres. La chose que nous visons, c'est le partage des bonnes pratiques. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mises en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Walter Kofi et Richard Akeke. Toute autre chose, à présent, le championnat Graines du Savoir, un concours de dictée et de débats contradictoires organisé par la Fondation Haïti, était à sa 7e édition le samedi dernier. La compétition a opposé 6 établissements scolaires et a récompensé les meilleurs. La Fondation Haïti entend ainsi améliorer les capacités des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Ange Assémier et Ismaël Doza nous font le point. Accompagner le système éducatif et contribuer au renforcement des capacités académiques et professionnelles des communautés africaines, c'est la mission que s'est assignée la Fondation ANC. Et pour y parvenir, chaque année, elle organise le championnat national dénommé Graines du Savoir, qui est un concours de dictée, de débat et d'écriture. Une initiative qui vise à améliorer les compétences des élèves et des étudiants. Vaincre le trac, comment parler devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, comment structurer ses propos. Voilà les outils que nous donnons en fait à ces élèves-là pour leur permettre de pouvoir réussir leur année scolaire, de pouvoir réussir, je vais dire même leur vie. Parce que lorsqu'on sait s'exprimer, lorsqu'on sait transmettre en parole ce que nous avons en tête, nous pouvons faire feu de tout bois. Pour ce faire, la Fondation ANC a ciblé 600 établissements à Abidjan et à l'intérieur du pays, parmi lesquels 400 ont passé la première phase de sélection. Aujourd'hui, ce sont 6 établissements en compétition qui essaient de glaner les trophées.
les enfants sont meilleurs. Seulement qu'ils n'ont pas le cadre qui va leur permettre de mettre en œuvre ce potentiel-là. Et c'est ce que la Fondation a vu et a décidé d'aider dans ce sens en favorisant l'apprentissage par les concours de dictée, de débat et d'écriture. Dans le cadre de l'animation de la vie scolaire, ce sont des activités qui peuvent être intégrées pour accompagner le travail fait dans les salles de classe, le travail des enseignants. Le MPT, Mami Fete de Benjerville, ISCA, Victor Chouechet d'Adjamé, INUPA et le lycée moderne à Bobo 1 ont montré le savoir-faire intellectuel. Mais c'est finalement le MPT qui s'est démarqué du lot en remportant le trophée du débat contradictoire et celui de la nouvelle. Mami Fete de Benjerville repart avec le trophée de la dictée. Sans oublier les encadreurs des groupes qui ont reçu les diplômes d'encouragement. Alors, dans un premier temps, c'est une fierté que nous éprouvons, c'est une fierté à l'effigie de notre école. Et nous sommes vraiment très reconnaissants pour la Fondation Haïti qui a permis cela. Je suis vraiment content d'avoir participé à ce concours. Voilà. J'aimerais aussi inviter mes amis à aimer la lecture. Le championnat national Graines du Savoir était à sa 7e édition et elle a enregistré des innovations dans l'organisation. Les phases présélectives démarreront très bientôt sur l'étendue du territoire national. Rendons-nous à Agboville, à environ 75 km d'Abidjan. Après la deuxième section des examens blancs, la DRENA d'Agboville a rendu public les résultats. Dans l'ensemble, ils ne sont pas reluisants. Mais pour encourager les meilleurs et susciter des efforts, le pharmacien Dr Albert Djama, en collaboration avec la préfecture d'Agboville, a procédé à la récompense des élèves les plus méritants. Le commentaire de Zénab Dosso. Face aux élèves du lycée moderne 3, Siandou Koulibaly, préfet d'Agboville, accompagné de tous les responsables administratifs de la région de l'Agnébi-Tiassa. Ils sont allés échanger avec l'ensemble des élèves pour les sensibiliser, conscientiser, mais aussi pour les encourager. L'objectif est d'amener les élèves à s'occuper résolument de leurs études suite aux résultats peu reluisants des examens blancs passés. Pour le BEPC et le bac de l'enseignement général, on note 784 admis sur 12 137 candidats, soit un taux de réussite de 6,46%. Ce résultat a suscité des actions groupées et fortes des autorités régionales. Après des échanges avec les apprenants, place a été faite pour primer les plus méritants. Ils ont reçu chacun toutes les annales au programme et des enveloppes financières en guise de récompense. Ils sont au total 10 à enregistrer des records. Parmi eux, Nchoaka Franck, élève en terminale C au lycée moderne 3 d'Agboville. Ce jeune de 17 ans a obtenu 307,5 points. Il promet battre au bac son propre record. J'aimerais dire que c'est que le début de cet examen blanc. Le vrai objectif, c'est le vrai examen. Il faut continuer de travailler. Ce n'est pas parce que j'ai obtenu une bonne moyenne, un bon nombre de points à l'examen blanc que ça veut dire que forcément j'aurai aussi le même nombre de points à l'examen. Donc il faut continuer de travailler pour avoir plus de points et être reconnu au niveau national. L'idée de célébration de l'excellence instituée par le président de la République Alassane Ouattara est épousée par le pharmacien Dr Albert Djama. Il a donc joint les autorités de l'Agnébi-Tiassa en vue d'instaurer la récompense des meilleurs élèves qui est à sa 2e édition. Les autorités se disent heureuses et nourrissent l'espoir quant à l'avenir de la région. C'est un donateur, comme je le disais tout à l'heure, qui est particulier. Parce que généralement, nous, on écrit les courriers pour chercher les parrains et les marraines. Mais lui, comme je le dis, est venu vers nous. On ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Nous continuons l'année prochaine encore. Nous allons réorganiser ce genre de concours d'examen blanc, tout en demandant aux chefs d'établissement de faire en sorte qu'ils aient au moins un admis. Au moins un admis, parce que ce n'est pas normal qu'un établissement, à l'issue de cet examen blanc-là, n'ait pas d'admis. Ce n'est même pas normal. Aujourd'hui, je demande aux enfants de se mettre sérieusement au travail, surtout aux jeunes filles. Parce que là, les personnes qu'on a primées, nous avons constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles. Et surtout à partir du second cycle. Nous nous rendons compte qu'à partir du second cycle, les filles baissent le bras. Il faudrait que les filles vraiment se mettent au travail. Le préfet de la région de l'Agnébi-Tiassa a saisi l'occasion
pour décerner un tableau d'honneur au Dr Albert Djama, qui multiplie des actions pour le bonheur des populations d'Agboville. Fin de calvaire pour les petits écoliers du village Yagotuo dans la commune de Benoué. Le maire de la commune a offert un bâtiment de 3 salles de classe équipées en table-banc à l'école primaire publique du village. Ce bâtiment vient mettre fin à plus de 47 années de souffrance pour les écoliers qui parcouraient des kilomètres avant d'accéder à une salle de classe. Retrouvons notre correspondant régional Théodore Kanga. Même André Nassis, maire de la commune de Benoué, a procédé à la remise officielle d'un module flambant neuf de 3 classes à l'EPP Yagotuo. C'est une infrastructure attendue par tout le village et l'écosystème éducatif de cette commune. Elle vient mettre fin à 42 ans de peine, mais aussi s'enregistre dans la liste des défis à relever par le maire Mema Nassis André. Ce n'est pas tout. Il a également remis une broyeuse à la coopérative des femmes du village afin de booster leurs activités économiques. C'est avec beaucoup de joie que nous avons procédé à la remise officielle du 2e bâtiment de l'EPP de Yagotuo. C'est une attente de 42 ans pour les populations des 2 villages de Yagotuo et de Bayeux-Pleu que nous venons de satisfaire. Et en tant que premier magistrat de cette commune, je suis particulièrement heureux avec les populations que nous ayons pu, n'est-ce pas, réaliser ce bâtiment. Et c'est aussi la concrétisation de notre volonté de pouvoir faire de l'école une priorité. Et le conseil municipal et moi-même sommes engagés pour continuer afin que nos slogans « Zéro bâtiment de fortune » n'est-ce pas, soit réalisé dans toutes les écoles de Benoué. Le développement n'est pas l'affaire que des autorités, elle est d'abord et avant tout l'affaire des populations locales. Donc c'est vous dire, n'est-ce pas, que les jeunes sont appelés à s'impliquer. Touchés par ce geste, les populations, à travers de nombreux dons, ont traduit leur reconnaissance à celui qui vient d'illuminer l'avenir de leurs enfants. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, son éminence Pietro Cardinal Parolin, a célébré la messe dominicale à la basilique Notre-Dame de Paix de Yamoussoukro lors de sa visite dans la ville. Puis, il s'est rendu à l'hôpital Saint-Joseph Moscati pour s'imprégner des conditions de travail. Il était accompagné du président du Sénat, de quelques membres du gouvernement ivoirien et des autorités de la ville de Yamoussoukro. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Marie-Christelle Zogueyi. Cette messe dominicale à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a été célébrée par le secrétaire d'État du Saint-Siège, éminence Pietro Cardinal Parolin. C'était lors de sa visite récemment dans la ville. Une messe au cours de laquelle le vicaire délégué du diocèse catholique de Yamoussoukro, révérend Père Hervé Djezou, a appelé à la nomination d'un nouvel évêque pour le diocèse. Une intention de prière nourrie par l'ensemble des fidèles du diocèse et dont le secrétaire d'État du Saint-Siège, éminence Pietro Cardinal Parolin, prend bonne note. Une action qui permettra de solidifier les liens entre l'État de Côte d'Ivoire et le Vatican. Disons, le bilan de la visite est très positif. Je suis en train de partir, mais je suis très content de ce que j'ai vécu et que j'ai pu faire ici. Alors, au niveau des rencontres avec les autorités du gouvernement, j'étais très bien accueilli. La visite du secrétaire d'État du Saint-Siège se poursuit après la messe à l'hôpital Saint-Joseph Moscati pour visiter les installations et les malades. Présent sur les lieux, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie, Pierre Demba, a affirmé la volonté du gouvernement de soutenir activement la réforme de l'hôpital Saint-Joseph Moscati pour la rendre plus accessible aux couches défavorisées. À la demande donc de l'annonciature, le Premier ministre nous a instruit de travailler avec son équipe pour trouver un partenariat, en plus de ce qui a été déjà signé, pour que cet hôpital puisse non seulement servir avec le plateau technique
tel que ça a été conçu au départ, mais permet donc d'élargir le périmètre de soins aux populations les plus vulnérables. Avant de quitter la ville, le secrétaire d'État du Saint-Siège, Éminence Pietro Cardinal Parolin, s'est rendu sur le caveau du président Félix Houphouët-Boigny, où il a déposé une gerbe de fleurs. Nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. À bientôt.